Voilà, aujourd'hui, je voulais parler de l'épreuve de mathématiques générales de l'agrégation externe 2023. Voilà, je voulais donner un petit peu mon avis et ensuite passer à la correction. La correction de la partie, on va dire que les candidats ont pu faire, ont pu accéder et parler un petit peu du reste. Voilà. On commence à avoir des habitudes sur cette chaîne. Alors, donc, mon avis sur le problème, j'aime beaucoup. Alors d'abord, je trouve qu'il coche toutes les cases, hein, voilà, et je vais un petit peu détailler ça. C'est vrai que ça fait plaisir, un problème qui coche les cases, de voir que l'agrég externe reste l'agrég externe. Voilà. On a vu avec le CAPES, on voit que le monde de l'éducation est dans une perpétuelle pente glissante. Bon, je pense que c'est clair pour tous ceux qui y travaillent de l'intérieur. Et du coup, de voir un problème comme ça, ça fait plaisir. Surtout hein, quand on compare au problème d'agrég interne, c'est le jour et la nuit. Hein, le problème d'agrég interne qui est eu en algèbre, l'épreuve 1 de cette année. Là, c'est le jour et la nuit. Là, celui-ci, d'abord, qu'est-ce qu'il est? Avant tout, la première case à cocher, c'est un bon évaluateur. Et deuxièmement, c'est un problème très intéressant à parcourir du début jusqu'à la fin, même s'il est assez découpé hein, en plusieurs petites histoires. Il est intéressant à parcourir pour le mathématicien, juste pour le plaisir de la connaissance et de l'échange. Alors d'abord, donc je disais, c'est un bon évaluateur. Il guide bien, il est clair dans ce qu'on peut admettre. Les indications sont assez subtiles. Il y a des vraies indications et puis des indications avec des petits mots qui sont utilisés ou des préliminaires qui nous engagent à prendre telle ou telle méthode. Je l'ai trouvé bien balisé. J'ai pas trouvé de coquilles. Bon. Bref, bon, pour un préparateur, juste là, je parle pas du mathématicien, je parle du préparateur. On se dit qu'on n'a pas perdu l'année. Voilà. Maintenant, il y a tout un éventail de thèmes abordés, mais chacun abordé avec douceur. On n'est pas dans le cas du marteau-piqueur, toujours sur le même élément du programme, qui est en train de taper comme ça. C'est plutôt grand éventail et doux. Voilà. Alors, il y a des groupes abéliens finis, surtout groupes cycliques, voilà. Donc des caractérisations de groupes cycliques dans l'exercice 1. Ensuite, il y a des équations différentielles, avec le minimum de petites choses qu'on peut utiliser, c'est-à-dire calcul modulo 3, donc calcul modulaire, quoi, en gros. Un peu de lemme de Gauss, un petit peu de descente de Fermat, et encore la descente de Fermat qui n'est pas toujours connue des étudiants, c'est en dernière question. Donc voilà, c'est bien. Et ensuite, on aborde l'algèbre linéaire. Alors l'algèbre linéaire, c'est un vrai festival, il y a vraiment tout. C'est-à-dire qu'il va y avoir la notion de rang qui va être importante, avec bien sûr formule du rang, des noyaux. Il va être question évidemment de dualité, et même de dualité telle que personnellement je l'aime bien, c'est-à-dire l'utilisation implicite du bidual, c'est-à-dire le fait que U étoile étoile c'est U, en gros, hein, voilà. Et ce qui permet de dédoubler les théorèmes, et ce qui permettait dans un certain nombre de questions, surtout du grand 1, du problème 1, de ne pas avoir à refaire une preuve pour aller dans le sens inverse, et de pouvoir dire, finalement, U étoile, on le prend comme application linéaire, d'accord, dont l'étoile, c'est justement U. Voilà. Et ça permettait de ne pas avoir à faire une redite des questions. Donc, il y a une suggestion subtile, comme je disais tout à l'heure, d'utiliser cette
ce bidual en quelque sorte, c'est pas tout à fait le bidual. Alors il y a des formes euclidiennes, donc finalement de l'utilisation de formes quadratiques dans un cadre réel assez agréable. Le théorème spectral qui arrive, avec des techniques usuelles du théorème spectral, des notions d'isométrie, mais sans que ça demande des grosses connaissances d'isométrie, juste le fait que ça envoie une base orthonormée sur une base orthonormée. Une jolie question, vraiment jolie, que je ne connaissais pas, qui utilise la décomposition polaire. Voilà, donc bon, mais là, bien placé, juste en dernière question du problème, où le candidat peut se dire, ouais, si on le saute, c'est pas la fin du monde. Bien sûr, il y a de la réduction, et dans la réduction, des équations matricielles, d'accord ? C'est-à-dire que là, on utilise la réduction pour résoudre x2 égale 0 dans un espace de matrice carrée, et des actions de groupe qui permettent de régir un peu l'ensemble des solutions de ces équations avec des formes normales dans chaque orbite. Voilà. Et après, on partait sur la nilpotence avec des tableaux de Young, qui s'appellent ici, je ne sais pas à quel point c'est de la coquetterie ou je ne sais pas, diagramme de Ferrer, bon, d'accord, mais en tout cas, bon, ça reste pour moi des tableaux de Young avec des blocs de Jordan, et puis donc le tableau de Young qui permet dans sa lecture verticale, le diagramme de Ferrer, pardon, qui permet dans sa lecture horizontale ou verticale de passer du monde des blocs de Jordan au monde des noyaux emboîtés, en quelque sorte. Donc on voit qu'on a de la dualité des tableaux de Young, en quelque sorte. Alors ça, beaucoup de choses étaient faites dans Nouvelles histoires de Denise, de groupe et de géométrie, en particulier le chapitre 3. En fait, j'ai reconnu complètement le chapitre 3 avec d'autres techniques, d'autres mots, mais fondamentalement, c'était ça. Il y avait aussi la décomposition de Dunford, qui faisait apparaître des polynômes d'endomorphisme, et cette notion de polynôme d'endomorphisme permettait de calculer des racines carrées sous forme de polynômes de la matrice, etc. Bon, c'est des choses qu'on aime voir. Et la fin, un feu d'artifice avec de la combinatoire algébrique sur corps fini, c'est-à-dire qu'on définit un certain nombre de matrices qui sont d'un certain type, et on veut calculer combien il y en a sur un corps fini. Alors ça, c'est aussi une thématique que j'aime beaucoup, très intéressante, qui ressemble à des choses que j'ai mises sur la chaîne, en particulier cette vidéo sur les sous-espaces stables, le nombre de sous-espaces stables d'un endomorphisme nilpotent sur FQ. Voilà, maintenant je vais énoncer un petit peu les résultats qui étaient diffusés dans ce problème. Dans le grand 1, c'était de la décomposition en valeurs singulières sur R. Bon. Dans le grand 2, une résolution de l'équation m carré égale 0 dans Mn de R, et avec une décomposition cette fois-ci en ON orbite, en se servant du grand 1. Et dans chaque orbite, trouver un élément de forme normale, c'est-à-dire un élément qui a une certaine forme et dont on est sûr qu'on va le trouver dans chaque orbite et de façon unique. Alors, 3, c'était toute la théorie des blocs de Jordan, une espèce de théorème de Frobenius, dans le cas nilpotent, où on regarde finalement les orbites de GLN sur les matrices nilpotentes, avec les blocs de Jordan comme forme normale des matrices. Bien, le 4. Alors là, le 4 était particulièrement original. On fait agir, on sait qu'on peut faire agir GLN de K par conjugaison sur l'ensemble des matrices nilpotentes. Eh bien, on peut faire agir du coup ON de K. Alors cette fois-ci, K est un corps algébriquement clos de caractéristiques différentes de 2. Et il y a un contre-exemple à la fin quand c'est pas de caractéristiques différentes de 2. Et on fait agir ON de K sur les matrices nilpotentes symétriques.
On montre alors que deux matrices nilpotentes symétriques sont GLN semblables si et seulement si elles sont ON semblables. C'est finalement un leitmotiv du problème. On a des actions de groupe sur les matrices qu'on regarde sur GLN et qu'on restreint à ON de R ou ON de K, voilà, selon le niveau. Évidemment, dans le grand 4, on est sur du ON de K, c'est un petit peu plus impliqué. Alors, à la fin, le 5, un festival, d'accord, que vous pouvez regarder. On compte le nombre de matrices nilpotentes de taille n sur FQ, voilà, qui vont correspondre à... Alors, elles sont nilpotentes, donc elles sont associées à un certain diagramme de Ferrer de type lambda, avec un sous-espace stable, bon, qui va être nilpotent aussi, l'induit va être nilpotent, et va correspondre à un diagramme de Ferrer de type mu, et avec un quotient. Donc, si l'espace c'est E, le sous-espace stable c'est F, le quotient c'est E sur F, où il va y avoir un endomorphisme co-induit, et qui devrait être de type nu. Et donc, on se donne lambda, mu et nu, et on veut compter tout ça sur FQ, et on va tomber sur un polynôme, et après on peut dire des choses sur son degré, voir que déjà c'est polynomial. Évidemment, c'est lié à des conjectures de Weil, c'est lié à des résultats de ligne de façon assez éloignée, mais là c'est fait de façon concrète et compréhensible. Évidemment, personne n'avait besoin d'aller jusque-là, il suffit de faire les exercices faisables, la partie faisable des exercices, bon, la faire, et puis faire le problème, le grand 1, et là on est vraiment, vraiment tranquille, quoi. Voilà, alors voilà, dans une prochaine vidéo, on va attaquer les exercices, puis le problème, et puis une discussion sur la fin du cours.